Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Club de la Presse sur RTI 1. Ce dimanche, nous vous proposons un débat d'envergure au cœur de l'actualité politique nationale qui s'annonce intense dans les jours à venir. De prime abord, nous analyserons les événements afférents à la marche du Front commun de l'opposition qui a eu lieu ce samedi. Quel bilan des mobilisations, obstacles rencontrés et perspectives dans ce contexte très particulier? Et depuis minuit, le 10 octobre dernier, la campagne officielle de la présidentielle a été lancée sur fond de contestation et de tension. Aujourd'hui, au troisième jour de cette période décisive, quelle est l'ambiance sur le terrain? Quel est l'état d'esprit des populations, des candidats, mais aussi des observateurs? Pour en débattre, ils me font l'honneur de partager ce plateau avec moi ce soir. Tout d'abord, Sylvain Guédé-Debailly, éditorialiste, figure bien connue du monde des médias ivoiriens et internationaux. Sylvain Guédé-Debailly, bonsoir. Bonsoir, cher Ahmed. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. D'accord, on est très heureux de vous accueillir. Michel Betta, journaliste et directeur général du quotidien Le Bélier. Michel Betta, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci de nous honorer de votre présence. C'est moi qui suis honoré. On a Lansine Bakayoko qui lui aussi est présent. Il est journaliste et chef du service économie à la rédaction de RTI 1. Lansine Bakayoko, bonsoir. Bonsoir Ahmed, c'est lui. Merci d'avoir voulu répondre à notre invitation et de nous honorer de votre présence également. Et puis Sangare Yacouba, journaliste et rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Patriote. Sangare Yacouba, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Bienvenue. Le plaisir est partagé. Plaisir également partagé par nos téléspectateurs. On en est sûr. Les identités sont déclinées sans plus tarder. Générique. Le Front commun PDCI, PPACI a multiplié les appels à investir la rue pour réclamer des élections inclusives et pacifiques. La marche annoncée par les deux partis de l'opposition s'est soldée par plusieurs interpellations. Ce samedi 11 octobre à Abidjan, malgré l'interdiction formelle émise par le préfet du district, des partisans des deux formations politiques ont tenté de braver la mesure. On en parle en faisant le tour de cette table juste après cet élément de Davy Soyo. Marche du Front commun ce samedi 11 octobre, dispersée à coups de gaz lacrymogène. Réunis par vagues dans les encablures de l'église Saint-Jean du Cocody Centre, les manifestants du PDCI RDA et du PPACI ont été confrontés à un blocus des forces de l'ordre. Plusieurs cargos de policiers et de gendarmes ont été positionnés devant l'église Saint-Jean. Objectif, appliquer la décision du 10 octobre dernier prise par la préfecture d'Abidjan. Elle interdit formellement la marche de ce samedi 11 octobre des deux principales forces d'opposition. Argument avancé, la nécessité de maintenir l'ordre public dans cette période électorale. À Blocos, village de la commune de Cocody, d'autres manifestants ont été dispersés par des tirs de gaz lacrymogène comme à Angré-Château. Des manifestations auraient également éclaté dans certaines villes de l'intérieur du pays, des manifestations vite étouffées par les forces de police et de gendarmerie. Bilan, 237 personnes interpellées, parmi lesquelles des femmes et des jeunes, selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Retour sur le plateau du Club de la Presse. Messieurs, cette marche qui a été annoncée par le Front commun PPACI, PDCI, il y a quelques jours, cette même marche a été interdite par le préfet d'Abidjan. Mais malgré tout, il y a des partisans qui sont sortis dans la rue ce samedi. Quelle analyse vous faites de cette marche et puis de tous ces événements qui ont tourné autour? Sylvain Guédé-Debailly. Oui, je dirais que en termes d'analyse, c'est un spectacle qui n'honore pas la Côte d'Ivoire parce qu'on avait quand même là une journée assez contrastée de la campagne pour l'élection présidentielle où il y avait de la joie, du bonheur, des rires. Pendant ce temps, ici à Abidjan, dans la capitale économique, c'était un autre visage. Qui est fait de brimades, de gaz de pluie, de gaz lacrymogène et tout. Je crois que c'est un tableau assez contrasté qui n'honore pas la Côte d'Ivoire. Mais bon, je pense que ceux qui ont appelé à la marche ont avancé les raisons pour lesquelles ils appelaient à cette marche. Ils ont dit que c'était une marche pour la paix,
et pour les libertés également. Bon, ils étaient en pleine organisation lorsque on a eu ce communiqué du préfet d'Abidjan qui a produit un communiqué qui interdit la marche parce que, dit-il, certaines mesures n'ont pas été prises. Normalement, il a même évoqué le cas de ce que la préfecture d'Abidjan n'a pas été informée et que les démarches nécessaires n'ont pas été faites. Bon. Évidemment, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que face à l'interdiction, il y a des téméraires de l'opposition qui ont donc bravé l'interdiction et qui sont venus, malgré une pluie battante depuis le matin, qui sont venus pour exprimer leur droit à la différence, qui est la marche. Je pense que, toujours à l'analyse, il faut quand même faire là une distinction. C'est-à-dire, nous sommes dans une phase de campagne électorale, qui est donc une phase de mobilisation des populations, en leur vendant un projet de société pour pouvoir les convaincre à aller à la marche, pour aller à l'élection du 25 octobre 2025. De l'autre côté, et c'est bien normal, l'opposition qui ne se sent pas concernée par l'élection veut aussi mobiliser la rue, les mêmes populations pour leur dire « nous, on n'est pas intéressés, mais voici ce qui est, nous pensons de l'élection qui arrive. » Donc, en quelque sorte, ça devrait être un jeu démocratique. Il y a déjà une marche similaire qui a eu lieu le 9 septembre, je crois. Le 9 septembre. Et puis, on n'a pas vu autant de grabuge. 9 août, voilà. On n'a pas vu les brimades qu'on a vues hier. On n'a pas vu des policiers en train de défoncer des portes. On n'a pas vu de nuées de gaz lacrymogènes. Les gens sont venus tôt le matin. Et puis, jusqu'à midi, 13h, c'était terminé. On n'a pas parlé de violence. Les gens qui ont appelé à marcher, même les marcheurs, étaient satisfaits. Ils sont rentrés tranquillement à la maison. On aurait eu la même chose hier. Cette marche-là, contrairement à celle d'hier, n'avait pas été interdite. Et l'itinéraire avait même été... Justement, et c'est pour ça que nous... C'est pour cela que l'interdiction ne peut pas se comprendre. Voilà, c'est une forme d'expression. Vous pouvez interdire... Vous pouvez laisser, et puis on peut avoir le résultat qu'on a eu le 9 août dernier. Il n'y avait pas... Je ne sais pas quelle information avait le pouvoir pour pouvoir interdire une marche. Eh bien... Quand il y a interdiction, il y a toujours des téméraires et nous avons pu voir le spectacle qu'on a vu avec des arrestations à l'appel, plus de 200 arrestations, 237 à Abidjan, 18 à Dabou. Vous voyez, ça ne fait que déplacer l'épicentre du problème parce que ce n'est pas parce qu'on arrête des gens que les gens n'auront plus envie de lancer ces mouvements. Et je termine pour dire que du côté aussi de l'opposition, je crois qu'il faut savoir faire les choses. Vous ne pouvez pas organiser une marche d'une telle envergure, et puis on n'a pas senti entre eux, une sorte de coordination. Et c'était quand chacun veut, il vient, quand il ne veut pas, il reste à la maison. Et puis après, on a une sorte d'échec. Et je pense que s'ils veulent continuer sur cette voie qu'ils ont choisie, ils ont beaucoup plus à imaginer. Voilà, ils ont beaucoup plus à imaginer parce que ce qu'on a vu là, je ne pense pas que ça puisse déranger le pouvoir. Sangaré Yacouba, quelle est votre analyse de cette situation? Une marche qui intervient au deuxième jour de la campagne, est-ce que c'est une marche qui est à propos? C'est une marche qui prévoit du boycott? Ou quelle est votre analyse de cette situation? D'abord, je voudrais dire que c'est une marche qui est inopportune. Au regard du contexte, avec les revendications brandies, on ne veut pas, ils veulent un dialogue en ce moment, ils veulent que l'élection n'ait pas lieu, ce qui n'est pas possible en ce moment, alors qu'on est déjà dans la campagne. Mais avant ça, d'abord, je voudrais revenir même sur le fond même de la marche. Il faut dire les choses clairement. La marche n'était pas autorisée et le préfet a été clair dans son communiqué. Aucune des structures n'a officiellement saisi la préfecture avec un courrier pour dire « nous voulons marcher tel jour, voici l'itinéraire ». Le préfet a dit qu'il n'y a eu aucune démarche formelle pour faire cette marche. Donc qu'est-ce que les gens ont trouvé? Ils savaient pertinemment, vu le contexte, nous sommes déjà une campagne électorale, en sachant bien que les autorités n'allaient pas autoriser parce qu'elle est inopportune et elle n'a pas de sens en ce moment-là, vu les objectifs avancés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils n'ont fait aucune démarche officielle, mais en sous-main, on instrumentalise des jeunes qui vont sortir pour pouvoir créer des troubles. Un État vraiment sérieux, un État de droit ne peut pas accepter cela. Et c'est pour ça que le gouvernement a pris ses responsabilités. La marche était interdite, donc il doit rester à la loi. Et c'est pour ça que les autorités sont sorties pour réprimer la marche. Et moi, je pense qu'ils l'ont fait aussi avec beaucoup de responsabilités. C'est vrai que les gens montrent quelques vidéos, mais les gens ont été interpellés. Il n'y a pas eu, comme dans le passé qu'on a vu ici, quand il y a eu des marches où les gens étaient sauvagement battus, où il y avait même des morts, et ça n'a pas été le cas. Moi, je pense que sur ça, il y a quand même une certaine responsabilité dans le fait que la marche, les forces de l'ordre aient contenu cette marche-là. Mais on ne peut pas aussi prétendre se battre pour la démocratie et puis enfreindre les règles même, je vais dire, qui régissent l'État, s'inscrit dans une position de défiance de l'État. Et ça, pour moi, il ne faut pas se leurrer. C'est une tentative de désobéissance civile déguisée qu'ils essaient de s'organiser. Quand vous lisez les appels sur les réseaux sociaux, je trouve que ce n'est pas du tout responsable de la part des organisateurs de cette marche-là, de se cacher derrière des écrans et de pousser des jeunes je vais dire, embrigadés dans la rue pour pouvoir créer le chaos. Et ça, ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas vraiment, il faut le dire la vérité, ce n'est pas responsable de la part des partis politiques qui aspirent à gouverner ce pays. Donc c'est normal que la marche ait été réprimée parce qu'elle n'était pas autorisée. Dans aucun pays au monde, ce n'est pas une spécificité ivoirienne, toute marche qui est interdite est forcément réprimée si les organisateurs ne respectent pas la mesure d'interdiction. Que vous allez dans d'autres pays en Afrique, vous allez aux États-Unis, vous allez en Europe, partout, ça c'est la règle de base. Vous défiez l'autorité de l'État, l'État vous impose la rigueur de la loi. Donc il faut qu'on sorte vraiment de l'émotion. Et pour finir sur cette question, je veux juste lancer un appel. L'échec même de la marche, parce que ils espéraient une adhésion populaire, il n'a pas eu. Ils doivent lire les organisateurs entre les lignes. Ça veut dire que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, c'est un rejet de la violence. Les gens ne veulent plus s'inscrire dans cette démarche-là. L'opposition avait autre stratégie de pouvoir participer au processus électoral. Ils ne l'ont pas fait. Ils assument cette opposition radicale, ils assument les conséquences. Moi, je pense qu'ils ont chué sur toute la ligne. Ils doivent plutôt rendre compte à leurs militants sur leur stratégie. Ils ont dit ici que leurs leaders, leurs candidats, leurs leaders ne sont pas candidats. Ils ont dit ici, entre griffes, il n'y a pas de 4e mandat, l'élection aura lieu. Ils ont dit que le président ne sera pas candidat, il est candidat. Donc, quand on a fait une stratégie comme ça qui a échoué, il faut faire son introspection et se préparer pour les futures échéances, c'est tout. Et vraiment, on n'a pas besoin de chaos. Et moi, je salue vraiment le calme, la grande majorité de la population qui ne veut pas de ça, qui aspire à la tranquillité et les gens veulent vaquer à leurs occupations, tranquillement. Michel Betta, cette marche, est-ce qu'elle est à propos, elle est en accord avec les valeurs défendues par le Front commun, telles que l'inclusion et puis également des élections apaisées? D'abord, il faut avant tout saluer ceux qui sont sortis dans la rue hier, parce que c'est un sursaut démocratique. Vous voyez, on a tenté de faire peur à tout le monde. 44 000 agents de forces de défense et de sécurité pour canaliser les élections. Avant même la marche, on a vu une marche gigantesque de militaires dans la rue au niveau de Saint-Jean. Tout ce spectacle-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour une marche, on développe toutes ces stratégies-là? Mais je crois que ceux qui sont sortis hier pour marcher nous ont montré que, quelles que soient les interdictions, le peuple voudra s'exprimer. Et quand il voudra s'exprimer, quelle que soit l'interdiction qui sera devant ce peuple-là, il le fera. Ça, il faut le dire. Moi, je pense qu'il ne faut pas vouloir bâillonner les gens. Il faut les laisser s'exprimer. Et les laisser s'exprimer. La rue a montré aujourd'hui notre test de... la rue était pour moi, à vue d'œil, un test de multipartisme et de démocratie pour nous. Parce que le peuple ivoirien ne peut pas accepter cela. C'est ce même peuple qui refusait hier certaines brimades, qui ont marché, qui ont battu le pavé pour que le président Alassane soit ici aujourd'hui, soit au président de la République aujourd'hui. Il ne faut pas se voiler la face. Faut pas... Moi, j'ai entendu des discours du genre, des jeunes choses. J'oublie l'expression du ministre de la Sécurité qui disait des jeunes, désespérés ou quoi. Mais j'ai dit, c'est ces mêmes désespérés-là, parce qu'ils croient en la démocratie, ils croient en l'expression populaire, qui se sont mis dans la rue pendant longtemps, des années, pour que le président Ouattara soit au pouvoir. Donc, il faut respecter l'expression populaire. Il faut la respecter. On a vu l'interdit et s'exprimer. C'est pour dire à ceux qui veulent interdire cette expression populaire que le peuple ne peut pas s'accommoder de cela. On l'a vu le 9 août dernier, ils ont marché, il n'y a rien eu. Tout le monde est rentré chez soi.
Mais pourquoi les empêcher de s'exprimer aujourd'hui? On craint quoi? Parce que la marche est interdite, par exemple. Non, l'interdiction, mais c'est ce qui... L'interdiction, en fait, l'objectif de la marche est noble. Laisser une opinion s'exprimer. Elle veut s'exprimer. Vous dites non de t'exprimer, mais elle va s'exprimer par tous les moyens. Moi, je pense que cette marche-là, ces marches-là, si elles sont organisées, si elles sont encadrées, permettront à des voix. Hein, parce que nous, au moins, on a l'occasion de nous exprimer, peut-être sur les médias, mais d'autres veulent exprimer d'autres opinions. Il faut leur permettre de s'exprimer. Il ne faut pas bâillonner le peuple. Et puis, il n'acceptera pas. Il a montré hier, et je pense que ça va continuer. Pour moi, c'est une ère de démocratie. Une ère de démocratie dans laquelle les Ivoiriens ne veulent pas se laisser compter, ils veulent pouvoir s'exprimer. Je suis contre ceux qui disent qu'il y a une partie du peuple qui n'est pas partie prenante de ces élections. Non, tout le monde est partie prenante de ces élections, que ce soit le Front commun, que ce soit les autres entités qui ont été élues, tout le monde est partie prenante de ces élections. Mais comment vont se dérouler les élections? Les autres appellent au dialogue, les autres appellent à un accord. D'autres n'en veulent plus, ne veulent plus écouter. Mais ils veulent s'exprimer, laissez-les s'exprimer, ils vont s'exprimer de sorte que notre démocratie, montrer la vitalité de notre démocratie. Parce que n'oubliez pas, la marche était prévue pour le 4. Les démarches ont été faites pour le 4. Mais quand ils ont interdit ça, le 4, ils ont reporté au 11. Ils disent avoir fait les mêmes démarches. Peut-être que, moi je ne sais pas à quel niveau le préfet dit n'avoir pas reçu les démarches. Sinon, les organisateurs, quand ils les interrogent, ils ont fait leurs démarches pour que la marche soit autorisée. Mais ils n'ont pas eu de retour du préfet et ils ont eu son communiqué qui dit que c'est interdit. Mais attends, quand c'est comme ça, on ne s'entend plus, on agit comme on peut agir. Mais je vais dire encore, pour finir, moi je dis il faut éviter. Hein, on a arrêté 230 et quelques personnes. Mais attendez, vous pensez que ça va s'arrêter ainsi? On va arrêter jusqu'à quel niveau? Même les journalistes qui étaient venus faire leur travail ont été brutalisés. Mais on veut quoi? On veut faire taire tout le monde? On veut que tout le monde se taise pour que la machine marche comme sur des roulettes? Non, on ne peut pas l'accepter. Il y a d'autres voix qui disent non, non à cette démarche, à cette manière de fonctionner là. Il faut les laisser s'exprimer. Ça, c'est important. On vous a bien compris. Lansana Bakayoko, votre avis? Alors moi, je pense que ceux qui ont tenté de marcher hier sont simplement et purement des anarchistes. Parce que les autorités avaient clairement indiqué à tout le monde que cette procession était interdite, qu'elle n'était pas autorisée. Mais les gens ont tenté de braver et ont voulu tester l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État s'est exprimée avec professionnalisme, sérénité et calme. Et cette manifestation a été purement et simplement empêchée. Mais je crois qu'il n'y a pas de... On ne doit pas s'inquiéter outre mesure. Parce qu'on voit clairement qu'il y a une déconnexion entre l'opposition, notamment le Front commun, et la population. Il faut que cette opposition fasse preuve de lucidité en réalité. Il faut qu'elle ne fasse pas preuve de cécité politique. Parce que le message qui est transmis, c'est quoi? Le message, c'est de dire que nous ne sommes pas d'accord avec le Front commun. Parce que le message même ne passe pas. Ils sont inaudibles. Et vous avez vu que la manifestation hier était une manifestation manifestement acéphale. Il n'y avait pas de tête, il n'y avait pas de dirigeants. Donc on ne peut pas être dans un pays et vouloir vivre de cette manière. Le pays est bien organisé. Maintenant, ils n'ont même pas fait de demande, n'ont même pas introduit de demande d'autorisation. S'ils le contestent, qu'ils fassent un démenti, puisque le préfet nous a indiqué qu'il n'avait pas reçu de demande. À minima, l'opposition peut brandir l'accusé de réception. Ça, c'est administratif. Mais pourquoi ça n'existe pas? Et vous croyez que les Ivoiriens vont accepter ce pays comme toi, tu n'as pas vu, ça n'existe pas. Soit bafoué de cette manière. Le préfet était clair, la demande n'existe pas. Mais va le demander. On ne peut pas autoriser quelque chose qui n'existe pas. En tant que journaliste, vous avez interrogé les organisateurs? Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous croyez que si les organisateurs avaient fait un courrier, ils n'allaient pas brandir le courrier? Si les organisateurs pensent que le préfet ne dit pas la vérité, qu'il brandisse l'accusé de réception. C'est tout. Vous voyez? Donc, je crois qu'il faut quand même respecter la République à un moment donné. Il faut respecter l'autorité de l'État. Et je crois qu'il faut éviter également de créer de l'émotion. Les forces de l'ordre ont agi avec professionnalisme. Ouais. C'est vrai, je vois quelques pièces de théâtre mal montées, et un film mal scénarisé, une chanson mal chantée. Vous voyez, il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de violence. Il y a eu simplement des interpellations.
Et l'interpellation, comment? quand on fait l'interpellation, on ne sert pas du caviar. L'interpellation, c'est de saisir la personne et le mettre en lieu sûr. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je ne vois pas ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à nos forces de l'ordre qui auraient utilisé de violence. Moi, en tout cas, pour ce que moi j'ai vu, il n'y a pas du tout eu de violence. Maintenant, sur le fond du problème, bon, vous croyez qu'au moment où les gens sont en train de faire une campagne électorale, c'est en ce moment qu'on va venir discuter d'élections et des conditions d'organisation d'élections, mais les élections sont déjà organisées, nous sommes vers l'aboutissement d'un processus et c'est maintenant les gens veulent nous amener à 1000 lieues de là. Non, je crois qu'il faut être à un moment donné sérieux et chercher à aller de l'avant. On ne peut pas demander aujourd'hui la RLE. Et puis quand je vois aussi l'agissement du Front républicain, du Front commun, il y a une part de mauvaise foi. Moi j'ai vu la déclaration du président Pascal Affi-N'Guessan qui parle de libération des médias. Est-ce qu'on peut le dire objectivement en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où la parole est libérée, où chacun dit ce qu'il veut, où les réseaux sociaux sont là, chacun même à sa web TV, et les médias sont ouverts, il y a une libéralisation, et venir inscrit dans une plateforme revendicative qu'il faut libérer la parole, les médias. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une part de mauvaise foi que l'État ne peut pas tolérer. On ne peut pas s'accommoder, si vous voulez, du bébé gâté que l'opposition veut faire. Non, je crois que la République est plus sérieuse que ça. La République ne peut pas s'affaisser devant des individus. Je ne crois pas. Donc pour moi, il faut aujourd'hui, l'interpellation que moi je peux faire en direction du Front commun, c'est d'accepter le jeu démocratique. Imaginez hier, Jean-Luc Bion a eu une manifestation qui a été annulée hier. Jean-Luc Bion devait avoir une procession hier dans Abidjan. Mais de peur de croiser ces colporteurs du chaos là, il n'a pas pu faire sa procession. Donc ça vient perturber. Imaginons qu'il avait forcé et qu'il y avait une confrontation entre ces personnes-là qui étaient en train de manifester. Ça aurait pu constituer quelque chose de beaucoup plus grave. Et je termine par là. Il n'y a pas de raison vraiment de s'inquiéter. Parce que quand j'ai vu le profil de ceux qui ont organisé la manifestation et ceux qui ont manifesté, bon, ils sont dans le creux du blocos là-bas. C'est dans le creux. Ils sont sortis juste du creux de blocos, autour des cabarets où on fait de la boisson frélatée et des fumoirs. Je crois que c'est de là-bas que ces gens sont venus et qui ont tenté de perturber l'ordre public. Qui ont tenté de perturber l'ordre public. C'est vrai, mais ces risques-là sont habituels dans cette partie de la commune. Dans le village de Blocos, il y a toujours des risques autour des boissons frélatées, il y a toujours des bagarres sur des stupéfiants. Ça, c'est connu de tout le monde. Je crois qu'on n'est pas sorti de cette dynamique et je crois que c'est ça qui s'est exprimé hier. En réalité, il n'y avait pas de manifestation politique, c'était un désordre organisé. Merci, Lansine Bakayoko. Sylvain Guédé-Debailly, est-ce que les canaux d'expression du Front commun, de l'opposition, ne devaient pas être tout autres dans ce contexte électoral par rapport à ce qu'ils réclament? Oui, mais ce canal qu'ils ont choisi est aussi un canal. Maintenant, quel est le message qu'on passe? Je pense que c'est dans le message qu'il y a la différence. C'est le message qu'il faut écouter. Il faut au moins écouter ce qu'ils veulent dire par la rue. Ils ont choisi la rue. Quel est le message qu'ils veulent faire passer? Ils ont dit que c'est celui du respect des libertés, celui de la paix. Il fallait au moins les écouter sur ça d'abord. Mais on n'a pas voulu, les écouter d'un iota, d'où la répression. Alors, j'aime bien mon ami Bakayoko qui est toujours simpliste dans sa façon de parler. Mais je crois que quand nous parlons ici, nous parlons des mêmes populations ivoiriennes, qu'elles soient à droite ou à gauche, qu'elles soient du côté du RHDP ou bien du côté de l'opposition. Ce sont les mêmes jeunes qu'on retrouve partout. Et le président de la République et sa politique qu'il fait, je ne pense pas qu'il fait cette politique pour une partie de la Côte d'Ivoire, pour une partie des Ivoiriens. C'est au profit de tous les Ivoiriens. Donc, quand on parle ici, pour les mêmes Ivoiriens, là, je pense qu'il y a des mots qui sont appropriés que nous devons utiliser. Il a souvent cette façon de mépriser ceux qui ne sont pas du côté d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas normal. Non, je ne les méprise pas. Non, il y a du mépris. Dans ce que tu... Oui, mais qu'est-ce que tu appelles colporteur de chaos? Qu'est-ce que tu appelles... Qu'est-ce que tu appelles un village aussi paisible que Blocos, qui a donné cette terre pour le développement d'Abidjan? Comment tu peux qualifier ces habitants de
de... Non, je ne qualifie pas. Je ne suis pas... Comment tu peux qualifier ce village-là d'être... Tout le monde n'est pas habitant, tout le monde n'est pas ressortissant de blocage. Je sais que les ressortissants de blocage sont des gens pacifiques. Non, c'est parce que tu as dit. Tu dis que là-bas, c'est des cabarets. Il y a des cabarets qui sont... C'est un endroit de boissons frélatées. Non, ne m'oppose pas aux Hachans. Ne m'oppose pas aux Hachans. J'ai dit qu'il faut appeler d'autres personnes. Et ceux qui ont voulu faire cette marche-là, il y a beaucoup de personnes qui ont convergé vers là-bas. Merci. Il ne faut pas... Ayons les bons mots, ayons le bon ton. Parce que notre objectif, in fine, c'est de pouvoir rapprocher les Ivoiriens que de vouloir creuser encore un fossé. Je crois qu'on a assez... Dire aux gens que l'autorité doit rester à l'État aussi. Nous, journalistes, on a tellement creusé de fossés que nous devons maintenant travailler pour remplir ces fossés-là, pour rapprocher les Ivoiriens. Donc, il ne faut pas avoir ces mots qui sont dégradants à la limite. Je pense que ce que tu devrais savoir, c'est que la marche a été interdite et donc il y a toujours dans ce genre de situation un instinct de survie. C'est-à-dire que les gens qui pensaient pouvoir se rassembler à Saint-Jean-Cocody face au blocus ont dû trouver un moyen de substitution. Ils se sont passés le mot pour se retrouver, pour se replier d'abord. Le premier instinct de survie, c'est de rester chez soi à la maison. Ça, c'est le premier instinct de survie. Tu as dit tout à l'heure que dans tous les pays, quand une marche est interdite, bon, elle est réprimée, oui. Ça, on l'a entendu. Donc, déjà, la répression elle-même, elle démobilise. Elle démobilise. Et puis, il y a cette... on est toujours dans cette dialectique pouvoir et opposition. Ce n'est pas parce qu'une marche est interdite que les gens ne vont pas sortir. Partout, on le voit aussi dans le monde. On a vu à Madagascar ce qui se passe actuellement. Ces marches ont été interdites, mais les jeunes ont promis de sortir. Ils sont sortis massivement. Maintenant, face à une telle situation, il appartient à la police et aux forces de l'ordre de rester professionnelles. Mais c'est ce qu'elles ont fait. Non. C'est ce que la police a fait. Non. Quand on rentre dans les domiciles, il y a aussi la violation des domiciles. Les gens ne peuvent pas venir créer les troubles et aller s'introduire. Il faut aller chercher. Est-ce qu'on n'a pas vu? Non, mais ils sont rentrés dans les domiciles. Ce ne sont pas des ennemis. Il ne faut pas traiter les gens en ennemis. Ce sont des simples manifestants. Ce sont même des manifestants aux mains nues. Ils ne sont pas aussi vulnérables pour qu'on puisse les chercher dans des domiciles privés. Non, d'annihiler toutes les actions. Non, ça aussi, cher ami, je pense que quand il y a de tels débordements, il faut les condamner. Je crois que leurs responsables... Il n'y a pas eu de débordement. Je pense que leurs responsables... Je pense que leurs responsables, les responsables de la police et de toutes les forces de l'ordre qui étaient là, je crois que ils sont assez bien placés pour savoir ce qui s'est passé et pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais je le dis encore, mon ami Sangaré disait tout à l'heure qu'il a parlé d'un échec, qu'il a parlé d'un rejet de l'opposition dans ce pays. Bon, non, un rejet de population. Oui, un rejet de population face à ce qui se passe, oui. C'est un avis, c'est une opinion. Oui, je suis d'accord avec toi. Je n'ai rien à dire là-dessus, mais... Il faut aussi savoir qu'en ce moment-ci, il n'y a pas de baromètre. On n'a pas de baromètre pour savoir à quel niveau cette déception-là est perçue. Il y a eu des élections en 2022-2023. Mais la seule chose qu'on doit savoir, c'est que, vous avez vu le 9 août, il n'y avait pas eu d'interdiction, il n'y avait pas eu d'entrave. Les gens sont sortis massivement et cette marche a fait tilt, elle a fait écho dans le monde entier. Vous avez compris? Donc, où est la déconnexion? Il n'y a pas de déconnexion. Il n'y a que l'homme lui-même. Quoi qu'il soit, et en tout cas, quelle que soit sa détermination, il est humain, il est physique. Donc, il a peur de tout ce qui est douleur, il a peur de tout ce qui est coup. Donc, quand on dit que la marche est interdite, ils s'attendent à ce qu'il y ait répression. Donc, ceux qui viennent, c'est des gens, c'est dans leur détermination là qu'il faut lire. C'est dans leur détermination, il y a interdiction, mais ils viennent quand même. Alors, que viennent-ils chercher? Je crois que c'est là qu'il faut, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Pour que les bonnes décisions soient prises, pour qu'un jour au moins, en Côte d'Ivoire ici, l'opposition et le pouvoir puissent s'asseoir à la même table pour parler en ivoirien, pour parler en frère, que d'être toujours dans ce ping-pong-là qui consiste à trouver l'ennemi de ce côté-là, à trouver quelqu'un d'autre qui est mauvais de l'autre côté. Je pense qu'on doit se départir de ces choses pour construire une Côte d'Ivoire de demain, pour construire une nouvelle génération. Parce qu'après 2025, là, après le 25 octobre 2025, je pense que même si Alassane Ouattara est réélu, mais inéluctablement, c'est une nouvelle classe politique qui va s'installer. On ne doit pas planter les mêmes germes qu'on a aujourd'hui là, dans le futur. Et nous, journalistes,
Nous devons prendre nos responsabilités pour savoir dénoncer tout ce qui peut encore nous diviser demain. Moi, en tout cas, c'est la mission que je m'attribue à partir du 25 octobre 2025. Sangaré Yacouba, comment est-ce que l'opposition, au-delà de la marche qui a été rapidement circonscrite par les forces de l'ordre, peut s'exprimer? Comment est-ce qu'elle peut reprendre du poil de la bête la situation? Avant de répondre à cette question, il fait le parallèle avec la marche du 9 août. Je voulais dire que les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. La marche du 9 août, il y a eu une demande formelle, il y a eu des rencontres avec le préfet, des organisateurs, l'itinéraire a été tracé. Les organisateurs, c'est quand même irresponsable de ne pas faire des demandes pour cette marche. Écoutez, le préfet, je pense que le préfet peut... On se connaît bien dans ce pays. Yacouba, allez-y. Le préfet a produit un communiqué qui a été très clair. Il dit qu'ils n'ont reçu nommément aucun courrier de demande de faire cette marche-là, qui a eu lieu le samedi dernier. Si l'opposition, comme il le prétend, le Front commun avait vraiment fait cette marche, vous pensez qu'à l'heure des réseaux sociaux, ce courrier ne se retrouvait pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Le courrier aurait été rendu public depuis longtemps pour montrer, voici la preuve qu'on a fait la démarche. On l'a vu la première fois quand ils ont introduit la démarche là. Ils ont balancé le courrier sur les réseaux sociaux. S'ils n'ont rien montré, c'est qu'ils n'ont rien fait. C'est la vérité. Et moi, c'est ça que je trouve que ce n'est pas du tout responsable d'être désencagoulé derrière des jeunes et de les jeter dans la rue. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense qu'elle doit faire son introspection. Là où elle est arrivée, il faut qu'elle intègre que le processus électoral est presque arrivé à son thème. C'est comme vous lancez un train qui est à grande vitesse. Le train quitte par exemple Ferké, il arrive à Abidjan. Vous n'avez pas pu arrêter le train d'abord à Gare à Ferké, vous n'avez pas pu l'arrêter à Boaké, vous n'avez pas pu l'arrêter à Toumoudi. C'est pas qu'il est arrivé à Djamé et qu'il lui reste quelques mètres pour arriver à Pobe que vous voulez l'arrêter. Non, ça ne marchera pas. Donc il faut que l'opposition intègre, doit faire d'abord son introspection pour reconnaître qu'elle a choisi la voie de la surenchère en ne voulant pas envisager ni des candidatures de précaution, en tout cas en restant mordicus sur sa stratégie, en disant que si ce n'est pas ces deux leaders, je parle notamment du PDC et du PPAC, en sachant bien qu'ils n'étaient ni éligibles ni électeurs, qu'ils seront mordicus candidats et que c'est ça ou rien. Il faut tirer les conséquences. Le résultat, ils ne sont pas candidats et l'élection va se dérouler sans eux. Donc ça, c'est un échec cuisant. Il faut que d'abord, elle fasse son introspection pour reconnaître qu'elle a choisi la mauvaise stratégie. Elle s'est trompée. Non seulement elle s'est trompée, elle a menti à ses militants. Et ce qu'elle fait là n'est pas responsable en voulant jeter des jeunes dans la rue pour qu'ils laissent se faire canader. Donc elle doit faire cette introspection. Ensuite, fait son mea culpa face aux militants. Leur dit, on s'est trompé. Mais ce qui lui reste à faire maintenant, c'est de préparer les législatives qui auront lieu le 27 décembre afin de pouvoir constituer un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Et là encore, c'est là en a la capacité. Parce qu'une chose est de vouloir, une chose d'en avoir la capacité. Donc moi, je pense que ce qui lui reste, c'est de préparer les législatives. Parce que là où on est parti, l'élection aura lieu. Les campagnes ont commencé, on va évoquer ça. Vous pensez que quand la campagne va atteindre sa vitesse de croisière, vous pensez que les gens vont accepter que des jeunes barricadent les routes? Non. C'est une tentative vraiment qui est vouée d'avance à l'échec. Et je l'ai dit hier. Les gens sont restés chez eux, ils ont regardé quelques jeunes sortis là qui ont été vite, je vais dire, cette manifestation vite circonscrite par les forces de l'ordre, avec Dieu, je l'ai dit, d'ailleurs, avec beaucoup de responsabilités et de professionnalisme. Il ne sert à rien de le faire. Moi, vraiment, je suis peiné que pour les parents de ces 337 jeunes qui viennent d'être interpellés, il y a des gens qui sont déjà interpellés depuis quelques semaines, des gens qui font des activités, qui incitent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ces partis font pour eux? C'est de la souffrance pour les parents. Quand on les arrête, maintenant, les parents sont obligés chaque jour maintenant, chaque semaine, de chercher la provision pour aller à la prison pour donner à leurs enfants. Donc, il faut que les parents parlent à leurs enfants. Il ne sert à rien que des responsables politiques qui ont échoué sur toute la ligne dans leur stratégie et qui n'assument pas, il faut le dire ouvertement, qui n'assument pas leurs actes, poussent ces enfants-là pour qu'ils aillent, excusez-moi, vraiment se faire canader ou bien se faire arrêter. Heureusement que les forces de l'ordre sont assez responsables pour se faire arrêter. Et après, c'est les parents qui vont souffrir. Tous ceux qui ont été arrêtés, qui se souvient d'eux encore? Il faut qu'ils méditent ça. Parmi ces jeunes, il y a certains qui vont à l'école, certains qui font les activités génératrices de revenus. Et si on vous arrête là, c'est fini, tout s'arrête. Et c'est la maman qui pleure, c'est le papa qui pleure, c'est toute la famille qui est stressée. Surtout, c'est pas toi qui pleures. Oui, mais c'est pas moi qui... Même si ce n'est pas moi qui pleure, vous voyez, c'est tellement... Ta réaction me peine parce que je trouve qu'elle est égocentrique. Donc, pour que pas un vrai discours, pour les propres intérêts... Qui a été déjà produit en Côte d'Ivoire, ta réaction est égocentrique. Ça prouve... En termes de toute parole, laissez-le poursuivre. Il réagit textuellement comme les responsables du PPACI et du PACI réagissent. Parmi les 237 personnes, je voulais terminer sur ça. On va pas personnaliser le débat. Je vais terminer sur ça. Parmi les 237 personnes arrêtées, hier, est-ce qu'un des enfants des responsables
du PDC, c'était dans la ruelle. Qui? Dites-moi. Habiba Touré qui a fait le... Tu connais ses enfants? Ses enfants étaient dans la ruelle. Tu les connais? Si j'étais interpellé, on aurait su. Ils auraient dit personne. Donc, vraiment, il faut qu'ils soient responsables, qu'ils n'envoient pas les enfants des pauvres à l'abattoir. C'est entendu, c'est retenu. Michel Betta, vous pouvez réagir maintenant. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Je dis que l'opposition est dans une démarche démocratique. Depuis 1990, on l'a vu en Côte d'Ivoire. L'opposition, lorsque il s'agit de s'exprimer, d'exprimer la voix des populations, elle le fait. Et les populations se sont exprimées. Il parle d'irresponsabilité. Mais l'annonce du 11, qui l'a faite? C'est lui? Demande-lui si c'est lui. Mais si tu es irresponsable, tu sais que cette marche a été annoncée par l'opposition? On n'annonce pas. Non, je t'ai dit, non, tu dis, il se cache comme si... Non, mais attends, arrêtons. Non, moi, tu sais pourquoi je l'ai interpellé même dès qu'il parlait? Parce que c'est du déjà entendu en Côte d'Ivoire. Ce genre de discours. Quand on est au pouvoir, on dit, mais ils envoient les enfants dans la rue. Ils envoient tant dans la rue. On l'a dit, mais qu'est-ce que ça produit? Ça vient de commencer, hein? Je n'ai pas dit que c'est fini, cette ère de sortie contre les interdictions. Ça vient de commencer. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ça? On n'a pas pu faire l'économie de cela. La Côte d'Ivoire a vécu ça. C'est pas son discours même. Je me dis, mais attends, il est dans quel monde? Je veux bien comprendre, lui, il est dans quel monde? Si c'est dans cette Côte d'Ivoire-là, moi, je préfère, hein, aujourd'hui, comme l'a dit mon co-débatteur, Sylvain, aujourd'hui, il faut qu'on fasse preuve de responsabilité. Parce qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur ceux qui marchent. Ceux qui marchent, c'est l'expression du peuple. Le peuple veut s'exprimer. On l'a vu depuis 1990. Quand l'opinion veut être embrigadée, forcément... Et ça, moi, personnellement, je veux les saluer encore une fois. Parce que ça nous a montré que malgré les peurs qu'on veut traduire, malgré le climat de tension qu'on veut mettre autour des Ivoiriens, ils ont encore cette soif de démocratie. Et ils l'ont prouvé ce samedi. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter là. Mais pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il est plus opportun pour nous autres de ne pas dire non, ça va passer. Non, ça ne passe jamais. Quand on s'exprime comme ça ne passe pas. Parce que ça veut dire, même après les élections, ils vont continuer de s'exprimer. Donc c'est mieux qu'on trouve une voie pour faire en sorte que, après ces élections, on n'ait plus à revivre ces tensions électorales-là. Vous savez, depuis 2010... C'est laquelle? Mais la voie du dialogue, on le dit, mais attends, on donne l'impression que c'est aujourd'hui l'opposition appelée au dialogue. Mais c'est depuis 2 ans, les courriers existent. Sur tous ces points qui sont aujourd'hui évoqués là. Mais on fait la sourde oreille, on arrive aux élections, on dit non, on va passer en force. Parce que c'est une tentative de passage en force qui est faite là. Et quand on passe en force, il faut se dire qu'aujourd'hui le peuple s'est exprimé, je ne pense pas qu'il va se taire. Donc ce passage en force là sera toujours face au peuple. À ce stade des événements, quelle est la stratégie que peut adopter justement l'opposition pour permettre à ce que les choses tournent en leur faveur? C'est là la question. Mais l'opposition a adopté la stratégie. Je pose depuis un moment d'ailleurs. Oui, la stratégie qu'il faut, c'est de faire entendre sa voix. Et il le fait entendre. Parce que vous pensez que, puisqu'aujourd'hui, ils ont marché, on les a canalisés, on a canalisé 200 jeunes par là. Bon, tout le monde aura désormais peur de sortir. Mais ce n'est pas ça la démarche. Parce que quand quelqu'un s'exprime, il faut l'écouter. Tu peux prendre la peine de vous asseoir pour parler. C'est ça aussi la Côte d'Ivoire. On l'a fait hier, il faut le faire aujourd'hui. On n'est jamais fatigué de dialoguer. On nous dit il ne reste que 14 jours pour les élections. Mais après les élections, c'est la fin de la Côte d'Ivoire. On a fait les élections en 2000. En 2000, on avait fait des élections, puis il y a eu la crise armée. En 1995, on a eu les élections, et puis il y a eu le coup d'État. Non, n'allons pas sur ces schémas qu'on a déjà vécu. Créons d'autres schémas qui peuvent nous faire construire une nation où la paix, le dialogue, à la veille des élections, les Ivoiriens n'ont pas peur, les Ivoiriens sont en paix, ils vont voter, et puis on passe à autre chose. C'est ça aussi. Qu'on ne revive pas de crise comme celle qu'on a déjà vécue. Sangaré Yakuba, on reviendra à vous, s'il vous plaît. Il faut bien que je puisse permettre à Lansine Bakayoko de se prononcer également sur la question. Dites-nous, Lansine. D'abord, je voudrais vous dire qu'il ne reste plus 14 jours, il ne reste que 13 jours. Il faut donner les... À la fin de cette journée, il reste 13 jours. Ça veut dire que le train est vraiment en marche. Et je ne vois pas comment on pourrait arrêter cette locomotive. Elle est déjà en marche. Je crois qu'on a déjà fait des élections en 2023. On connaît le poids de chacun. Je dois lui rappeler que l'opposition ivoirienne aujourd'hui, elle est ultra minoritaire. Et elle ne peut pas vouloir imposer ses vues à un mastodonte politique comme le RHDP, qui est ultra majoritaire, qui s'est métastasé dans tout le corps social ivoirien. Le RHDP
est représenté sur les 322 462 km². Ce n'est pas le cas pour tout le monde, pour les autres partis, même y compris le Front commun, qui n'existe. Il y a des endroits où ce Front commun n'existe pas. Je crois que nous sommes dans un processus politique. Il ne faut pas accepter que le gouvernement accepte toutes les caprices d'une minorité. Parce que la démocratie, c'est quoi? Je crois que la démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est-à-dire, c'est la dictature de la majorité. Une dictature positive, bien sûr, puisque dès lors que la majorité veut qu'on aille aux élections dans 13 jours, mais on ira aux élections. Donc, ne demandez pas à un parti au pouvoir de créer les conditions, même si c'était des conditions complètement ubuesques, de créer les conditions pour qu'elle puisse prendre le pouvoir. Non, je pense que ça, c'est quand même un peu surréaliste de le penser. Pour moi, aujourd'hui, le processus est lancé, l'opposition a raté la marche, le train est déjà parti, en tout cas le train de la présidentielle a déjà démarré, il siffle déjà, il est presque à la gare de Trècheville, et aujourd'hui on ne peut pas demander que le train fasse marche arrière pour aller se retrouver à nouveau à Ferté. Non, ça ce n'est pas possible, soyons réalistes. On ne peut pas aujourd'hui demander de faire un dialogue politique au jour d'aujourd'hui, au moment où les gens sont en campagne, de faire un dialogue politique. Bon, je crois que ça est bon. Et ceux qui ont été retenus, certains veulent aller aux élections. La majorité veut aller aux élections. Il y a une minorité qui dit qu'il ne faut pas qu'on aille aux élections. Et vous voulez qu'on suive la minorité au détriment de la majorité? Moi, je pense que ça, ce n'est pas réaliste. Ce que l'opposition doit faire aujourd'hui, c'est de comprendre qu'elle a fait fausse route, qu'elle s'est trompée. Et comme Sangaré l'a dit, faire son mea culpa, demander pardon à ses militants pour dire je n'ai pas la force pour déboulonner le RHDP. Je vais surestimer ma propre force. Parce que quand tu les entends parler, tu as l'impression que la Côte d'Ivoire va s'embraser. Parce qu'il n'y a pas d'autre projet derrière ces marches projetées là que de renverser l'ordre républicain qui est installé. Il n'y a pas d'autre objectif. C'est ça. C'est-à-dire marcher, créer si vous voulez, le désordre de la chienlit pour que quelqu'un puisse venir remettre en cause le processus démocratique dans notre pays. Et je crois que ça, d'abord, ce n'est pas républicain, et puis de deux, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, il y a un processus qui est déjà engagé. Il faut rentrer dans ce moule-là. Et puis, si on est démocrate, déjà se préparer déjà pour les législatives qui sont programmées le 27. Parce qu'il ne faut pas que les gens viennent nous dire encore qu'il faut de nouvelles négociations pour les législatives le 27, alors que la commission électorale a déjà proposé ça il y a au moins 2 mois. C'est ça qu'il faut faire. Il faut être réaliste. Allons de l'avant. La Côte d'Ivoire ne va pas continuer à tourner en rond. Ce serait suicidaire pour toute la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. On n'a que très peu de temps pour aborder le second sujet que nous allons tout de suite proposer aux téléspectateurs. Le top départ de la campagne électorale en Côte d'Ivoire a été donné ce vendredi 10 octobre, à minuit d'ailleurs. La présidentielle, quant à elle, se tient le samedi 25 octobre prochain. Avant cela, pendant 2 semaines, les 5 candidats retenus par le Conseil constitutionnel vont tenter de convaincre les électeurs à exactement 12 jours à la fin de cette journée, justement, de la bataille dans les urnes. Quel engouement sur le terrain? Réponse avec Davis Oyo. La campagne pour l'élection présidentielle s'est ouverte le vendredi 10 octobre 2025. Les 5 candidats en lice et leurs équipes sont déjà sur le terrain. Le président sortant, Alassane Ouattara, a lancé sa campagne ce samedi 11 octobre à Daloa, capitale de la région du Haut-Sassandra. La candidate du MGC, Simone Eivie Gbagbo, était à Boisflé afin de partager ses idées pour une Côte d'Ivoire prospère et sociable. Elle bénéficie du soutien du président du COGEP, Charles Blé Goudé, dans les meetings. En plus des rencontres de masse, Henriette Lagou, Jean-Luc Billon et Awa Dombelo sont également dans des opérations d'échange direct, porte-à-porte et des rencontres tête-à-tête pour faire connaître leur programme aux électeurs. Sur le terrain, l'ambiance monte petit à petit. Camions, podiums et véhicules à l'effigie des candidats sillonnent les routes du pays pour séduire le maximum d'électeurs. Retour sur le plateau du Club de la Presse. Davis Oyo nous a donné les nouvelles fraîches de ce qui se passe sur le terrain en ce moment. Alors, messieurs, il y a eu 3 jours à la fin de cette journée. On sera à 3 jours de campagne. Qu'est-ce que vous avez pu constater? Quel est le bilan que vous faites de cette campagne pour ceux qui ont commencé à Abidjan et d'autres également qui l'ont fait à l'intérieur du pays? Et ça se poursuivra jusqu'à lundi avec Henriette Lagou à Daoukro, le fief du PDCI RDA. Sylvain Guédé-Debailly, dites-nous. Oui, on va inexorablement vers le 25 octobre. Cette élection va avoir lieu selon les vœux des dirigeants.
Mais ce qu'on a vu sur le terrain ne reflète pas, à mon sens, ce qu'on aurait pu voir dans le cadre d'une élection véritablement inclusive. Pour l'instant, bon, moi je suis à Abidjan, j'observe que ce n'est pas encore l'engouement total. C'est pas encore l'engouement total. Par contre, il y a eu certains meetings qu'on a peut-être suivi un peu de loin. Le meeting du chef de l'État candidat à Daloa. On a vu également ici à Abidjan le lancement de campagne de Don Melo. Il y a également Jean-Louis Billon. Je pense que pour le moment, ce n'est pas la vitesse de croisière. Il y a encore que les gens cherchent encore leur marque. Bon, pour Alassane Ouattara, ce n'est pas étonnant. C'est le chef de l'État sortant, c'est le candidat qui est maintenant connu, qui est sur la scène politique depuis maintenant 15 ans. Et qui, malgré toutes les contestations, qui n'avait pas droit à un 4e mandat, mais qui, par la force des choses, brigue un 4e mandat. Et donc, avec tous les moyens de l'État... La Constitution décide et toi tu dis qu'il n'avait pas droit. Il n'avait pas droit au 4e mandat. Je pense que ce débat a été fait, on ne peut pas revenir en arrière. On est maintenant... Le Conseil constitutionnel. On est maintenant dans l'action, on est maintenant dans la réalité. On a assez fait ce débat. Le Conseil constitutionnel te dit que le gars, le monsieur a droit. Vous avez dit qu'il n'a pas droit. Bon, écoutez, moi je dis, on se met dans l'actualité et dans la réalité. Moi, ça, c'est mon opinion. Ça, c'est mon opinion. Et ça, tu ne peux pas m'interdire ça. Voilà. Moi, j'ai mon opinion. Voilà. Le Conseil constitutionnel a tranché, oui, mais j'ai mon opinion. Ça, tu ne peux pas interdire ça. Allez justement au bout. Voilà. Et donc, on a vu le meeting du chef de l'État qui a été une réussite en termes de mobilisation. Bon, je le disais, ce n'est pas étonnant parce qu'il a pour lui sur tous les moyens de l'État. Il n'y a plus de distinction entre les moyens de l'État et les moyens du RHDP, tout cela est confondu. Et donc, on peut avoir une telle mobilisation géante. Et puis, bon, en face, il y a les challengers qui essaient de se débrouiller comme ils peuvent, sans moyens. Je n'ai pas compris pourquoi cette année, alors qu'ils ont été retenus pour la compétition, l'État n'a pas pu dégager les moyens pour pouvoir les soutenir aussi, parce que après tout, il y a une question d'équité. On ne peut pas être en face de quelqu'un qui a des moyens gigantesques, des moyens colossaux, et puis voir les autres se débrouiller avec quelques subsides. Je pense qu'il y a une question là d'égalité, une question d'équité qu'il faut quand même qu'on traite. Et il y a aussi les messages. Il y a aussi les messages que nous avons entendus. Je crois qu'on va en entendre beaucoup, mais pour le moment, c'est le début. Et je trouve que le début est un peu terne. Il va falloir peut-être aux candidats, surtout ici à Abidjan, beaucoup plus d'imagination, aussi bien en termes de communication qu'en termes de logistique, pour pouvoir intéresser surtout les indécis, parce que c'est ceux-là qu'il faut convaincre. Au RHDP, il y a une armée de militants déjà convaincus. Je pense que pour les autres, il faut aller vers les indécis, parce qu'au PDCI comme au PPACI, eux, ils seront abstentionnistes. Et donc, c'est là-bas qu'il faut puiser également, parce que c'est ceux-là qu'il faut convaincre. Parce qu'il appartiendra, face à ce boycott qui se dessine, il appartiendra aux candidats de multiplier les actions, de séduire beaucoup plus pour pouvoir mobiliser cet électorat qui peut être captif s'ils savent bien faire les choses. Voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Sangaré Yacouba, à quoi est-ce que vous attribuez la timidité de ce départ dans les élections, comme l'a signifié Sylvain Guédé-Débailly tout à l'heure? Oui, mais ça c'est... Est-ce qu'on concentre tous les moyens pour la fin de la campagne? C'est une habitude. Hein. Toutes les campagnes ont toujours commencé doucement, après le mercure monte. Vous allez voir, hein, en début de semaine, les choses vont s'accélérer. Mais déjà, il y a quand même des choses intéressantes déjà ce premier week-end. Déjà, vous dites qu'on est 3 jours, mais en réalité, la plupart des candidats n'ont fait que leur investissement qui est
alors que les états-majors attendent ça maintenant pour se mettre en branle. Donc c'est ce qui, je pense, qui fait qu'on a ce début doucement. Et puis aussi, il y a les règles aussi de la CEI, parce que tant que la campagne n'est pas ouverte, vous n'avez pas le droit de déployer votre logistique en tant que telle. Ce n'est pas seulement l'affichage. Il y a des candidats, par exemple, au RHDP, ils ont des villages de campagne et des campagnes qui vont être installées dans 5 communes d'Abidjan, mais vous ne pouvez pas les installer tant que la campagne n'a pas débuté. Donc, du coup, c'est quand la campagne débute que vous commencez à les installer. Donc, c'est ce qui fait peut-être que les gens ont le sentiment que les choses vont doucement. Mais c'est normal, c'est naturel, les choses vont s'accélérer. Mais quand même, moi, je crois que ça va être très bon parce que moi, j'étais à Daloa hier. C'était une mobilisation incroyable, un stade Hachicom qui a refusé du monde. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on avait toutes les couches de la population, des jeunes, des femmes, des hommes de certain âge, les chefs traditionnels, des gens même citoyens ordinaires. En tout cas, tout le monde est venu. On a vu ce qui représente vraiment un échantillon large de la population ivoirienne. Ça veut dire que la campagne n'est pas une affaire de jeunes, elle est une affaire de tous les Ivoiriens. Et ça, cet intérêt est un motif de penser que les choses vont s'accélérer dans tous les domaines. Il y a eu aussi à Divo aussi une très bonne mobilisation. Ce dimanche, il y a le lancement pour le district d'Abidjan. Je parle par exemple pour le candidat du RHDP au stade d'Angré. C'est sûr qu'ils vont forcément refuser du monde. Il a dit aussi, Bion a prévu une caravane. Je pense qu'il va la faire. Si la marche a voté l'en a empêché, le samedi, ça va se faire. Donc, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les choses se mettent doucement en place à la cause même des règles même de la compétition, parce que vous ne pouvez rien déployer avant qu'on ne rentre officiellement dans la campagne. Et moi, je n'ai aucun doute que la semaine va être intense, surtout qu'il y a des grands rendez-vous qui sont programmés pour les différents candidats, les meetings publics, des rencontres aussi avec les populations. On va vraiment la ferveur, mais et la campagne développe aussi une économie. C'est pour ça que je pense que vous allez voir, on va voir cette grande ferveur populaire, parce qu'on l'a vu, les rassemblements qu'il y a eu, on a vu tout le petit commerce qu'il y a eu autour. Et c'est tout ça, la dynamique d'une campagne. Donc rassurez-vous, il aura la ferveur totale pour ceux qui tiennent les partis politiques, pour ceux qui font leur business. En tout cas, vraiment, je pense qu'il aura la ferveur totale. C'est le militant qui rassure? Ce n'est pas le militant, c'est le constat du journaliste. Et je pense que vraiment, je le dis en toute objectivité, et ça, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, il aura la ferveur. Michel Betta, votre point de vue? Oui, vous savez, une campagne électorale a 2 temps forts, le début et la fin. Donc, quand on commence, on voit un peu le déploiement des différents staffs, notamment, je vais parler d'abord de celui du RHDP, le président sortant, qui déploie l'avion présidentiel, qui maquille avec ses effigies, déjà assez de moyens. C'est des accusations graves. Non, mais je le dis, j'ai cherché mes informations. Si tu as d'autres informations, tu me le dis. C'est un mouvement de la présidentielle. La confirmation que c'est l'avion présidentiel. Je le dis parce que j'ai des informations, j'ai cherché. Tu n'en as même pas parlé. Il a assez de moyens face à des personnes qui pataugent presque. Et moi, je dis même, finalement, c'est aussi de leur faute. Hein, parce que lorsque les choses ont été annoncées, lorsque les candidats ont été annoncés, leur mépris de ceux qui ont été écartés, leur arrogance vis-à-vis de ceux qui ont été écartés, ils ne peuvent que payer cela. J'ai lu aussi leur programme. Les programmes se ressemblent sensiblement. Mais au lieu de faire, il y a d'autres dans leur programme, ils ont lancé des pics à leurs adversaires politiques. Je pense un peu au programme de Bion que j'ai beaucoup parcouru. Il dit il n'est pas un candidat hors sol. Alors que le thème hors sol, il adresse au président du PDCI souvent. Bon, bref, je dis que l'opposition qui avait là, en étant choisie, d'avoir la stratégie qu'il faut pour pouvoir mobiliser l'électorat de ceux qui ont été écartés, a plutôt choisi le mépris de ceux qui ont été écartés. Et elle va payer le prix fort, là où le candidat du RHDP est en train de caracoler, avec tout ce qu'on peut imaginer, avion présidentiel, voiture, véhicule. Bon, bref, je dis qu'aujourd'hui, on est dans une campagne, j'ai dit que la campagne est disproportionnée. Il faut le dire. Ma première observation, la campagne est disproportionnée. Là où d'autres ne peuvent même pas mobiliser 10 bâches, l'autre côté, c'est la grande armada. À quoi ça sert la campagne? Non, vous savez, je me réfère à la campagne en Côte d'Ivoire, 2010. Il y avait des candidats à la présidentielle, mais les autres candidats, tellement ils étaient de points, ils avaient des avions aussi. Oui. Donc c'est pour dire que, pas entendre écarter ceux qui peuvent donner de la voix, ceux qui peuvent donner du poids, c'est tout à fait normal qu'on se retrouve à cette campagne où un est au-dessus des autres et les autres sont en train de patauger. Bon, bref, je dis la campagne a mal commencé. Elle a commencé pour un, elle est en train de traîner pour d'autres et je pense qu'à la fin encore ce sera ainsi.
C'est peut-être une question de stratégie aussi. Non, il y a des choses Lansine Bakayoko, on termine avec vous. Bon, d'abord, je voudrais dire qu'il a parlé d'avion. Le chef d'État aurait récupéré l'avion de l'État pour mettre son effigie et s'envoler avec. Je voudrais rappeler qu'en 2010, Alassane Ouattara n'était pas encore au pouvoir, il avait fait sa campagne en avion. En avion. Non, mais quelqu'un, il est opposant. Il n'a pas les moyens de l'État. Il a pu s'offrir un avion pour faire sa campagne. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'étonnant que même en fonction, cette personnalité ne puisse pas s'attacher les services d'un avionneur pour pouvoir faire sa campagne. Et venir prétendre ici qu'il a maquillé l'avion de tous les Ivoiriens pour en faire une propriété personnelle. Je pense que ça, c'est quelque chose... Non, si tu n'as pas l'information, tu vas chercher. C'est quelque chose de... On est là pour envoyer l'information aux Ivoiriens. Non, si tu n'as pas d'information, tu vas chercher. Vous êtes dans une logique de décrédibiliser le scrutin. Vous êtes dans une logique de délégitimer le scrutin présidentiel qui est en train d'arriver. Je crois que c'est la voie que vous avez tracée. On ne peut pas vous empêcher d'emprunter cette voie. Mais cette élection qui arrive là, c'est une élection totalement inclusive. Toutes les obédiences s'expriment. Il y a le PDCI qui a un de ses membres, qui a son vice-président qui est candidat. Il y a le PPACI qui a son vice-président. Parce qu'il ne faut pas me dire que le PPACI, ce serait même dangereux que le PPACI, c'est seulement Laurent Gbagbo, ou que le PDCI, c'est uniquement le ministre Yann Thiam. Non. Le PPACI, c'est tout un groupe, c'est une organisation, tout comme le PDCI. Ça veut dire que aussi bien Awa Dombelo, Jacob et Jean-Louis Billon représentent vraiment l'inclusivité. Il n'y a pas d'autres mots, c'est l'inclusivité. C'est une élection qui regroupe tous les Ivoiriens. Maintenant, vous me dites que le démarrage, il ne faut pas considérer que c'est un démarrage poussif. Non, c'est un démarrage normal. Ouais. Même quand l'avion veut décoller, il ne se met pas en orbite à 11 000 mètres tout d'un coup. Il y a une façon de décoller, ça décolle petit à petit et ça se met en orbite et puis ça atteint sa vitesse de croisière. Tout comme le véhicule que tu as emprunté avant de venir ici, il n'a pas commencé à aller en 5e. Il a commencé d'abord au 1er, au 2e, ainsi de suite. Il est allé jusqu'au 5e. Donc, il faut comprendre que c'est une élection qui a commencé, c'est une campagne qui a commencé. On se prépare depuis des années. D'ailleurs, c'est une règle organisationnelle. Est-ce qu'il était normal que d'autres personnes aillent commencer déjà à faire des meetings dans leur région avant que le chef de l'État, pour ce qui le concerne, que lui, il ait fait son grand lancement? Non. Aujourd'hui, moi, je sais par exemple que demain ou après-demain, il y aura un grand meeting du RHDP en faveur du candidat Alassane Ouattara à Dabou. Je sais également qu'il y aura aussi un meeting à Grand Laou. Et tout ça, c'est des choses qui sont en train d'être organisées. Il y a plusieurs autres villes qui se préparent. Et donc, on sait bien que la grande fête dont nous parlons, depuis plusieurs semaines, va avoir lieu. Parce qu'en réalité, cette fête-là, cette élection, ce serait une fête. Et ceux qui ont eu pour seul projet pour perturber cette fête-là, aujourd'hui, en sont à se mordre les doigts. Parce que la chose se passe sans eux. Et la fête, ils ne participeront pas à la fête, ils resteront à la maison sans doute. Mais quand je dis ça, je parle des leaders. Parce que les populations elles-mêmes, elles vont participer à part quelques irréductibles. Les irréductibles comme ceux qui ont créé le trouble hier. Peut-être eux resteront à la maison, mais tous les Ivoiriens aujourd'hui sont disposés à aller faire la fête pour la victoire de la Côte d'Ivoire, parce que le 25, ce ne sera pas la victoire d'un homme, ce sera la victoire de la Côte d'Ivoire, ce sera la victoire de la démocratie ivoirienne. Merci infiniment. Je voulais juste... Je ne peux plus vous repasser. Juste ajouter un mot quand même. Je ne peux plus vous le permettre. On vous écoute juste 10 secondes, s'il vous plaît. Oui, non, mais mon cher Bakayoko dit que c'est un nihiliste. C'est-à-dire que pour lui, il n'existe que le RHDP dans ce pays. Je pense que ceux qu'il appelle les perturbateurs, là, ils voudraient aussi participer à la campagne et c'est ça qui n'a pas été permis. C'est pourquoi ils manifestent. Donc c'est ça aussi. Ça devrait être ça, l'inclusivité. L'inclusivité à laquelle on rêvait, c'était celle-là. Maintenant, la campagne va peut-être crescendo. On va voir, mais je pense qu'il y a un candidat qui a au-dessus des moyens. Vous avez me dit qu'Awa c'est un pantin de PACI. C'est quand même un des numéros 2 du parti. Sangari Yacouba, Michel Betta, Sylvain Guédé-Bailly. Merci à tous d'être venus débattre sur ces deux sujets qui ont déchaîné les passions sur ce plateau. Merci infiniment à vous téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis depuis vos différents salons. À dimanche prochain, Dieu voulant, pour un autre numéro du Club de la Presse.